Bonjour Et à tous. il y a encore du monde dans la salle d'attente ou on peut commencer? Comment est-ce ça? Qui appuie sur ton bouton là? Coucou. Bonjour. Je sais pas. Non plus. Bonjour. 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 Bonjour, on attend un peu d'admettre tout le monde pour démarrer. J'ai aperçu Patrice tout à l'heure. Comment ça marche là, toutes sortes de figures sur Merci l'écran. de couper les micros pour ceux qui n'interviennent pas tout de suite. Ah ben là c'est mieux, là, En tout cas, là il voit rien là, pour ceux qui me connaissent. j'entends Françoise. Ouais. Bonjour à tous, c'est Fabienne de la Fédération. Je voulais juste vous prévenir que l'enregistrement sera diffusé sur YouTube, le webinaire. Donc, si vous ne voulez pas apparaître à l'écran, il faut couper votre caméra. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour Françoise. Bonjour tout le monde. Il y en a deux, On va Françoise. dire bonjour à tout le monde de manière nominative. Hein. Bonjour Patrice. Salut Framboise. Salut. Ça va mieux? Tu Ça t'es va? remis? Oui. Ça va. Eh ben, on va peut-être commencer alors, même si je pense que tout le monde n'est pas là au regard des inscrits et du nombre de personnes présentes. Merci à tous celles et ceux qui sont présents pour cette deuxième conférence dans le cadre du paratriathlon, après celle du 10 novembre qui était sur la classification. Aujourd'hui, j'ai demandé à deux personnes d'intervenir avec moi, que je vais laisser se présenter. Oriane, déjà à la campagne, si tu veux bien te présenter. Moi, je suis Oriana Campagne, donc je suis licenciée dans un club en Aquitaine, à la Tribu 64. Je suis arbitre international de triathlon, classificatrice en paratriathlon, et aussi au niveau professionnel, je suis ergothérapeute. Voilà, donc j'ai un contact pas mal avec, et quelques formations en rapport avec le handicap. Et il y a Patrice aussi. Je présente autre chose. Pardon. Patrice, tu veux bien te présenter puisque tu vas aussi intervenir? Oui, donc Patrice Bartou, donc je suis le président du club Montélimar Triathlon, un club qui accueille à ce jour 15 paratriathlètes. Donc je pense que c'est un peu pour ça qu'on a été retenu pour intervenir sur cette web conférence et expliquer les tenants et les aboutissants de l'accueil de paratriathlètes. Mais rassurez-vous, c'est relativement simple. Merci, voilà. Donc, l'idée, ça va être plutôt de balayer les différents aspects de l'accueil. Et puis, sur certains, peut-être plus Patrice qui interviendra, et sur d'autres, peut-être plus Oriane. Donc, voilà, moi, je vais dresser un peu le contexte. Et puis, après, on abordera les aspects administratifs assez rapidement, vous verrez. Formation des éducateurs, les premiers contacts, savoir-être, et les précautions spécifiques liées au handicap, ce sera plutôt ça, Oriane. Même si voilà, on a tous des choses à dire sur tous les champs qui sont abordés. On abordera alors les aspects très techniques d'organisation, et puis les événements, le coût, et on verra après s'il y a des questions aussi. Sachez que je ne suis pas du tout frileux au fait que les gens interviennent au fur et à mesure, soit à l'oral, soit à l'écrit, en posant les questions sur le petit chat. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, etc., à intervenir. Je vais juste regarder quelque chose. Fabienne. Elle ne m'entend pas. Bon, peu importe, je verrai plus tard. Donc, on va commencer. Donc, un peu pour dresser le contexte et donner une première vision globale de ce dont on va parler. L'idée, c'est d'abord de balayer un peu tous les champs qui
qui concerne l'accueil d'une ou de plusieurs personnes en situation de handicap dans un club de triathlon. Alors en fait, de quoi on parle? C'est quoi accueillir? Ça représente quoi de manière générale? On parle de combien d'athlètes? Donc là, on a l'exemple, et Patrice en parlera, mais de Montélimar, qui est le club qui accueille le plus de paratriathlètes en France. Mais en fait, il y a sur 150 licenciés, il y a peut-être, ça concerne peut-être 100 ou 120 clubs. Ça veut dire que la majorité des clubs accueillent 1, 2, 3 personnes en situation de handicap quand elles accueillent quelqu'un qui a un handicap. De quel handicap on parle? Bon, là, il y a des exemples dans le cas de Montélimar, mais dans la majorité des cas, les gens entendent un handicap par fauteuil roulant et ce n'est pas la grande majorité des cas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de ces personnes, mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il faut un petit peu des fois se détendre par rapport aux appréhensions qu'on peut avoir quand on entend une personne en situation de handicap veut venir dans mon club. Ce n'est pas toujours des handicaps très lourds, et la majorité des cas, ce n'est pas le cas, et c'est souvent plus des personnes assez autonomes. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour dresser un premier tableau. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, et je vais demander à Patrice, qui, en tant que président de club, connaît bien le sujet. D'un point de vue administratif, déjà, qu'est-ce qu'il faut mettre en place au sein du club s'il y a des choses à mettre en place pour accueillir une personne en situation de handicap? Là, il n'y a effectivement rien de plus simple, puisque c'est la même chose que pour un triathlète classique. Il a besoin de saisir effectivement sa licence sur Internet, de fournir un certificat médical, de régler sa cotisation, bien sûr, et puis éventuellement une photo. Autrement, voilà, rien de particulier. Par contre, si le point de vue administratif, c'est simple, il faut quand même un point principal au départ, c'est une volonté politique d'administration du club et d'un maximum de personnes du conseil d'administration pour accueillir les personnes en situation de handicap. Parce que au bout de quelques temps, effectivement, si les membres du conseil d'administration… Attends, Patrice, je te coupe un instant. Je vais demander aux personnes qui sont là avec nous de bien couper leur micro, sauf s'ils ont une question à poser, bien sûr. Merci. Vas-y, Patrice, excuse-moi. Non, je disais donc effectivement, l'importance avant tout, c'est que les membres du conseil d'administration soient d'accord. Alors, pas tous, ils ne sont pas forcément tous d'accord, mais il y a quand même une majorité de membres du conseil d'administration qui soient dans cette dynamique de vouloir accueillir des paratriathlètes. Voilà, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de questions qui se posent après. Et il ne faut pas qu'on ait besoin d'y revenir, que ça soit entériné par le conseil d'administration. Ça veut dire que les clubs qui vont accueillir une personne de manière assez fortuite, on va dire, ou 2 personnes, et puis il y a des clubs qui vont soit, comme tu dis, inscrire dans le marbre, c'est-à-dire avoir une volonté forte et l'inscrire dans le projet du club, dans les documents de l'association, ou ça va se faire en 2 temps, d'abord accueillir 1, 2, 3 personnes, puis finalement nourrir un projet progressivement et dire, on va écrire quelque chose dans le projet du club, c'est-à-dire dans le document qui lie les gens dans cette association, quoi. On est d'accord? Absolument, oui. Ouais, d'accord. Donc, globalement, on va dire, techniquement parlant, de manière très purement administrative, il n'y a rien à faire. Enfin, il n'y a pas grand-chose à faire de différent qu'avec une autre personne. Ah, aucune difficulté, non, voilà. Aucune. Ça, je pense que déjà, ça va aussi donner de l'air aux personnes qui peuvent avoir des appréhensions par rapport à ça. Oui, je pense qu'effectivement, beaucoup de présidents de clubs sont un peu frileux par rapport à ça, parce qu'ils s'imaginent qu'il y a effectivement pas mal de contraintes, et on va le voir au fur et à mesure de la conférence, que ce soit sur le plan administratif, il n'y a strictement rien, mais même sur le reste, il n'y a pas grand-chose à faire non plus, parce que généralement, les personnes qui viennent pratiquer,
situation de handicap qui viennent pratiquer le triathlon, ils ont déjà une envie et ils ont déjà, et donc ça facilite aussi les choses, quoi. Ouais. Alors, la question des éducateurs. Voilà. Donc, je te pose la question. Et puis, j'étairai si besoin. Puis, enfin, il y aura besoin. Enfin, il y aura besoin. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Voilà. Comment vous fonctionnez et voilà. Alors, c'est vrai que nous, on a démarré, comme tu disais tout à l'heure, avec d'abord 1, et puis 2 et 3, etc. Et donc, ça s'est fait sans formation spécifique. Les éducateurs se sont présentés de façon bénévole. Ils ont proposé leurs services. Et en fait, ça s'est fait tout simplement par du bon sens, hein, de l'écoute, et puis, bien sûr, beaucoup d'empathie quand même. Mais on n'a pas d'éducateurs formés. Alors, récemment, on a 5 éducateurs qui ont suivi la formation abécédaire auprès de la Fédération française handisport, qui est une formation assez basique, hein, qui apporte quelques précisions sur le type de handicap, mais pas sur le savoir-faire ou le savoir-être. Donc, c'est là-dessus que la pratique, effectivement, est importante, quoi. Ouais. Oui, alors, pour compléter un petit peu ou confirmer ce que tu dis, il n'y a pas d'obligation en termes de formation pour accueillir une personne en situation dans un club. Il n'y a pas besoin d'avoir un éducateur qui ait une formation spécifique. Est-ce que c'est souhaitable que ce soit imposé? C'est une autre question, mais en tout cas, ça se fait, comme tu dis, avec de l'expérience et du bon sens essentiellement. Voilà. Après, il y a des formations qui existent. Moi, au tout début, j'ai été missionné sur le paratriathlon. Évidemment, je ne connaissais pas tout ce milieu-là, donc j'ai fait aussi cette formation abécédaire qui m'a donné les premières bases. Et après, c'est vrai que les choses se sont construites sur le terrain, surtout de manière sur les aspects très techniques du triathlon, ben, il y avait tout à faire, quoi. On n'a jamais su, personne n'a pu nous apprendre comment on allait entraîner un paratriathlète. Donc, je te rejoins là-dessus, sur ces aspects-là. Alors, là, je m'adresse peut-être plus à Oriane, mais Patrice, je pense qu'il connaît bien ça aussi. Comment se passent les premiers contacts avec la personne qui est en situation de handicap et qui vient se renseigner et qui vient pratiquer? Donc, Oriane, si tu veux bien nous... Oui, globalement, le premier contact, ou le deuxième contact, ça dépend un peu comment ça s'est passé, mais ça va servir à faire connaissance et à échanger à la fois sur le fonctionnement et la philosophie du club et les éventuelles difficultés, appréhensions, besoins spécifiques de l'athlète. En fait, en général, ce premier contact, il sert autant à rassurer l'athlète que le club, parce que chacun se met parfois des freins un petit peu tout seul de leur côté, et concernant la pratique du triathlon et concernant l'accueil d'une personne en situation de handicap. Donc ça peut être l'occasion à la fois de comprendre le handicap de l'athlète, de comprendre ses compétences, ses capacités, ses incapacités, ses besoins spécifiques, les outils qui ont déjà été mis en place, par exemple les stratégies de communication pour une jeune méthode particulière d'accès à la piscine, par exemple quelqu'un qui utilise un déambulateur, qui a l'habitude de faire ça comme ça, ou est-ce que la personne a une consigne complexe, ou ce genre de choses. Dans certains cas, c'est intéressant d'avoir un proche qui accompagne l'athlète, par exemple pour un jeune avec des difficultés cognitives, quelque chose comme ça, ça peut vraiment être intéressant, ça peut être un point clé. Voilà, une fois qu'on a ces informations, il peut être intéressant de faire rapidement un tour des lieux de pratique, pas forcément en physique, ça peut être en discussion, mais quand il y a des questions d'accessibilité ou des besoins d'être assurés, voilà, on peut se fixer sur l'accessibilité physique, par exemple, voilà, où se situent les lieux d'entraînement, comment on y accède. Est-ce qu'on peut y accéder en transport en commun? Parce que voilà, une personne, par exemple, malvoyante, elle va souvent se déplacer en transport en commun. Est-ce que c'est bien indiqué? Est-ce qu'il y a la possibilité de se stationner à proximité, de décharger le matériel? Parce qu'un handbike,
un fauteuil d'athlète, c'est pas évident à décharger, il faut avoir la place. Donc ça, c'est plus comment accéder au site d'entraînement. Alors après, il y a tout ce qui est la circulation sur le site, surtout dans le cas des fauteuils roulants, même si, voilà, comme l'a dit Cyril, c'est quand même pas les plus courants, les personnes en fauteuil roulant qui viennent pratiquer le triathlon, mais quand elles viennent, c'est peut-être celles qui ont le plus de besoins concernant la circulation physique, on va dire. Le plus simple pour ça, c'est tout bêtement de penser au trajet depuis la zone de stationnement jusqu'au lieu d'entraînement, en passant par les vestiaires, les douches, les sanitaires, les zones d'accueil, les lieux de convivialité aussi, c'est important d'y penser. Voilà. Après, c'est important que ça reste une discussion, un échange entre l'athlète et la personne du club pour vraiment prendre en compte les propres capacités de la personne, ses propres besoins en termes de déplacement, parce que, voilà, par exemple, une personne en fauteuil roulant, elle peut très bien savoir franchir une marche de manière autonome, elle peut avoir un fauteuil très étroit qui lui permet de passer dans des portes qui ne paraissent pas adaptées au premier abord. Voilà. Ça peut aussi être intéressant de s'attarder un peu plus sur les sanitaires en fonction des situations. Dans ce cas-là, ça peut être, pour pas que ça soit gênant non plus, c'est aussi intéressant peut-être de commencer par la description de ce qui est disponible. Est-ce qu'il y a une toilette, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce qu'ils sont adaptés, est-ce qu'ils ne sont pas adaptés. Puis voilà, après, à l'athlète aussi de rebondir dessus s'il a des besoins spécifiques ou pas à ce niveau-là. Un athlète en fauteuil roulant, par exemple, n'a pas forcément besoin d'avoir des toilettes adaptées. Voilà. Après, il y a l'accès au bassin, qui est une question importante à aborder. Est-ce que la personne est déjà à l'habitude d'accéder à la piscine? Déjà, comment est-ce qu'on arrive jusqu'au bassin? Ensuite, comment est-ce qu'on rentre dans l'eau? Est-ce qu'il y a des besoins de matériel spécifique ou d'aide ou ce genre de choses? Après, un autre point auquel on ne pense pas forcément, c'est pour ce qui est des bâtiments fermés comme la piscine ou un gymnase ou ce genre de choses. C'est intéressant de se renseigner un petit peu sur les plans d'évacuation en général pour les bâtiments fermés. Je pense qu'il y a toujours une procédure spécifique qui est censée être prévue pour les personnes à mobilité réduite. Donc, ça peut être intéressant de se renseigner à ce niveau-là. Parce que bon, les problèmes d'urgence, on y pense toujours quand il y a une urgence, mais c'est toujours un peu tard, quoi. Ok, merci. Maintenant, plutôt à l'intention de Patrice, sur les aspects plus liés à, on va dire, à la préparation de l'accueil de la personne sur les créneaux d'entraînement. Donc là, c'est plus sur avec l'éducateur. Voilà, qu'est-ce qu'on peut préconiser comme, on va dire, premier contact, quelles sont les informations à échanger avec l'éducateur, etc. Effectivement, je crois qu'Oriane l'a bien écrit. En effet, le paratriathlète qui va arriver, de toute façon, il sait, lui, ce qu'il est capable de faire et pas faire, ses besoins, donc il s'exprime. Même les personnes en situation de handicap intellectuel, voilà, ils savent nous s'exprimer, ou alors c'est effectivement l'accompagnateur qui nous donne des précisions. Donc, en fonction de ça, effectivement, on voit s'il y a besoin d'adaptation. Voilà, en effet, s'il y a besoin de matériel spécifique, oui, généralement, très peu, parce que là aussi, la plupart du temps, ils ne veulent pas non plus être assistés. Hein. Ils veulent d'ailleurs qu'on les considère comme des triathlètes à part entière et non pas comme des personnes invalides ou du handi. Donc, généralement, ils font front. Bon, on a un paraplégique qui devrait avoir besoin d'un fauteuil pour se mettre à l'eau, enfin d'avoir un appareil pour se mettre à l'eau. Et en fait, il se met au sol, il roule sur le carrelage et il plonge dans l'eau, quoi. Donc, en fait, on s'aperçoit que voilà, ces personnes-là ont un potentiel aussi d'adaptation qui est réel, mais c'est important de le savoir en amont, en effet. C'est important aussi de savoir, oui, s'il est capable d'endurer des séances d'entraînement classiques, parce que la particularité à Montélimar, c'est qu'on n'a pas créé de section spécifique paratriathlon. Nous, nos paratriathlètes s'entraînent tous avec les valides, bien sûr en fonction des niveaux. Donc, en natation, ils sont dans des lignes différentes. On le verra aussi tout à l'heure, mais ils n'ont pas besoin donc
donc, effectivement, il faut voir au niveau des séances qui sont proposées, comme c'est des séances qui sont constituées pour des valides, voir s'ils sont capables d'endurer ces séances-là. Il y a certains paratriathlètes qui fatiguent plus vite que d'autres, notamment, je pense aux trisomiques qui ont ce souci-là. Donc, là aussi, il faut adapter. Hein, ils peuvent être dans une ligne de bons nageurs, mais par contre, ne pas faire toutes les séries. Donc, ça, on le sait au départ et voilà, c'est simple à mettre en place. Après, donc, on a des particularités, notamment nous, avec justement les personnes en situation de handicap intellectuel, où les consignes qui sont données ne peuvent pas paraître toujours très claires, ont besoin d'être répétées. Donc, effectivement, on a une éducatrice qui a mis en place un système de tableaux, effectivement, pour donner les consignes avec une méthode qu'on appelle facile à lire et à comprendre, avec des pictogrammes. Et voilà, les jeunes qui ont ces besoins-là suivent leur plan d'entraînement à partir de ce tableau et ils deviennent de coup autonomes. Donc, voilà. Après, bon, effectivement, comme pour tout triathlète, on l'interroge sur effectivement quels sont ses objectifs, s'il est là pour faire de la découverte, s'il est là pour le loisir, s'il est là pour la compétition. Bon, généralement, il passe assez vite de l'un à l'autre, hein, même des fois très vite, même des fois peut-être trop vite. Ils arrivent, ils découvrent, et puis l'année d'après, ils se lancent sur des épreuves de longue distance. Donc, il faut un peu les canaliser. Mais c'est bien de le savoir aussi pour orienter leurs entraînements. Et donc, oui, on a, avec la présidente de la commission paratriathlon du club, puisque là aussi, on a fait vraiment une commission indépendante pour pouvoir discuter plus en détail de l'accompagnement de nos paratriathlètes. Et la présidente, qui est Françoise Estival, qui est présente aujourd'hui, on a mis en place effectivement un plan d'entraînement individuel en fonction des objectifs qui se sont fixés dans l'année, comme on le fait pour un triathlète professionnel, hein, il a son plan et on le représente régulièrement pour justement qu'il sache, qu'il puisse s'orienter et qu'on ne le laisse pas effectivement sur le bord de la route. Voilà. Ouais, merci. Merci Patrice. Alors, je vais aussi prendre la main sur ce secteur-là pour rajouter 2-3 choses. Alors, comme tu l'as évoqué sur un peu la motivation des athlètes avec l'exemple de la mise à l'eau, c'est heureusement que les personnes en situation de handicap n'ont pas attendu que tout leur soit accessible pour pratiquer le sport. Hein. Il y a des paratriathlètes depuis maintenant peut-être 30 ans en triathlon, pas accueillis comme ça, pas avec des adaptations, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas non plus faire tout pour on va dire, combler l'écart dans, on va dire, l'inadaptation de la société à leur spécificité. Ça, c'est un premier point. Et puis, le deuxième, c'est sur l'entraînement. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas prévu dans cette présentation de rentrer dans des considérations très entraînement. Quand on évoque dans la diapo les éducatifs spécifiques, etc., ce n'est pas l'objet du tout de cette présentation, hein, de rentrer sur l'entraînement du paratriathlète, qui en fait n'est pas différent, hein, de n'importe quelle personne. C'est comme dans l'accueil. Naturellement, quand on accueille un nouveau licencié, on va évoquer plein de choses qu'on détaille ici, mais en fait, ça se fait de la même manière. Il faut le faire de la même manière qu'une personne handi, avec la balance du handicap qui est une spécificité de la personne, comme quand on accueille un enfant, on ne va pas lui donner la même séance que quand on accueille un adulte. Donc, les éducatifs spécifiques, oui, parce que il y a des handicaps, mais au final, l'entraînement d'une personne en situation de handicap, c'est prendre en compte des spécificités pour lui proposer un entraînement adapté. Et comme quand on entraîne un groupe, c'est proposer des remédiations pour qu'il y ait des adaptations faites et que tout le monde puisse partager des parties de l'entraînement ensemble. Ouais. On pourra voir si on a le temps et si on a un petit peu le temps à la fin, puis si les personnes ont du temps aussi,
proposer quelques vidéos d'illustrer un peu les propos qu'on aura là tout au long de cette conférence. Quel savoir-être semble devoir être requis? Alors là, j'ai envie de dire, tout le monde peut, Patrice, Oriane, ou même si d'autres veulent intervenir, je vous laisse la main. Patrice, peut-être, pour commencer. Vas-y, Oriane, vas-y. Hein. Ou Oriane. On en a listé quelques-uns ici, mais voilà, on a déjà évoqué, parmi la liste, l'écoute, on l'a déjà évoqué, la capacité d'adaptation, on l'a déjà évoqué. Peut-être, Patrice, sur l'ingéniosité, tu peux nous dire quelques petites. Je sais que vous avez. Tu l'as évoqué aussi avec le tableau d'entraînement pour certains de vos athlètes qui ont des déficiences cognitives, quoi. Oui, on a aussi effectivement, j'ai prévu d'en parler dans les coups, mais on peut en parler dès maintenant. On a le cas notamment de Framboise, qu'on appelle Framboise, qui a un souci effectivement pour la course à pied et donc qui a besoin donc d'un accompagnement. Jusqu'à présent, elle courait avec un accompagnant qui la tenait par le bras parce qu'elle ne pouvait pas tenir toute seule à l'équilibre. Et en fait, elle a trouvé une solution avec un déambulateur pour pouvoir pratiquer la partie course à pied. Alors au départ, elle l'a fait avec un déambulateur du commerce, mais qui n'était pas vraiment adapté. Et là aussi, hein, c'est l'ingéniosité, le réflexe d'un membre du conseil d'administration qui s'est dit, voilà, il est professeur dans un lycée professionnel. Il s'est dit, tiens, ça pourrait être un projet qu'on pourrait soumettre à nos élèves, de fabriquer un déambulateur sur mesure. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, ce déambulateur a vu le jour, il a mis longtemps à voir le jour, mais ça y est, elle s'en sert aujourd'hui. Et donc, on a fait des essais à plusieurs reprises, etc. Et bon, ça a été un super projet des deux côtés, d'ailleurs, hein, pour le club, bien sûr, mais aussi pour le lycée. Puisque c'était quelque chose de concret pour eux, pour les jeunes, parce que souvent ils sont sur des projets un peu virtuels. Là, c'était un vrai projet abouti et avec une relation humaine qui s'établit entre les jeunes et Framboise. Et donc, à la sortie, voilà, on a arrivé à ce résultat. Et de même façon, on a travaillé aussi pour un autre paraplégique pour la création d'un home trainer, oui, pour fauteuil d'athlète. Il a besoin d'une adaptation particulière. Voilà. Donc là aussi, on a trouvé des solutions. Mais là aussi, je veux dire, il y a toujours au sein du club quelqu'un qui, Emmanuel, quelqu'un qui a cette empathie aussi et qui va trouver donc des adaptations, puisque tous ont un problème de matériel qui leur est propre. Donc, il faut l'adapter forcément. Là, on parle. Oui, vas-y, Oriane, vas-y. Je me dis que concernant le matériel, c'est aussi intéressant de savoir aussi créer des liens avec d'autres structures, avec d'autres clubs, avec. Voilà, faut faire appel au réseau aussi, quoi. Il y a beaucoup à dire, oui, là-dessus, c'est vrai. Oui, bien sûr. Alors, le matériel, c'est vrai, et là, on va parler surtout des personnes en fauteuil, hein, parce que celles qui ont leurs prothèses, bon, c'est toujours bien aussi d'avoir du réseau, parce que les prothèses, ça s'use aussi, hein, mais c'est vrai que pour les fauteuils, et puis aussi parce que l'investissement peut être important, parfois les personnes arrivent et puis n'ont pas forcément, ne savent pas forcément si ça va leur plaire ou si elles vont vouloir investir du matériel. Pour le début de la pratique, c'est bien de pouvoir trouver du réseau pour se faire prêter du matériel ou, avant de éventuellement investir comme un débutant en triathlon qui ne va pas acheter un vélo de chronomètre la première année parce que c'est cher et qu'il n'est pas sûr que ça lui plaise. De la même manière, pour les personnes en fauteuil qui ont besoin d'un handbike et d'un fauteuil de course, ça se pose. Mais pas sur les mêmes coûts d'ailleurs, mais sur des coûts importants. Le travail d'équipe, ça, il n'y a pas. On voit très bien que, notamment au club de Montélimar, vous sollicitez quand même
toutes les bonnes volontés, à la fois les manuels, les éducateurs qui veulent plus s'orienter sur l'accompagnement des paras, etc. Donc, ça vient, enfin, j'insiste là-dessus hein, parce que ça me paraît être un point essentiel. Ça vient effectivement du fait que nos paratriathlètes sont intégrés aux valides dans les lignes d'eau, sur les entraînements vélo et sur les entraînements course à pied, parce que certains ont des capacités hors du commun. On a un malmarchand qui est maître nageur, on ne va pas le mettre dans une ligne d'eau débutant. On a un paraplégique qui en vélo fait des moyennes de 35 à 40 km/h. Là aussi, il peut facilement aller avec des valides, voire les dépasser. Et on en a un qui a été champion de France donc en course à pied, qui aussi s'entraîne avec des valides de même niveau. Donc, c'est ce qui a permis de détecter donc, au sein des membres du club, des valides du club, donc, ce besoin, effectivement. Enfin, ils ont appris à se connaître, ils ont appris à se découvrir. Et ils ont créé des liens, comme ils ont créé des liens entre valides. Et ces liens ont permis de prendre conscience qu'ils pouvaient peut-être aussi, eux, apporter leur aide d'une façon ou d'une autre. Et voilà, ça peut être matériel, ça peut être humain, ça peut être... Et on a, au départ, quand Françoise Estival a commencé à accueillir la première paratriathlète, elle était seule comme éducatrice. Aujourd'hui, on a au moins 10, 15 éducateurs qui sont là, ou régulièrement ou ponctuellement. Mais il y a toujours quelqu'un pour aider, quoi. Donc, c'est en fait ça, le cœur, c'est quand même qu'ils soient au contact des valides, parce que c'est la meilleure façon de les intégrer de toute façon dans la société. Oui. Oui. Ils ne veulent pas être définis comme des personnes handicapées, mais comme des triathlètes. Absolument. Voilà. Merci. On va nous parler un petit peu, on va rentrer un peu vraiment là dans un peu plus dans le monde du handicap, hein, sur les précautions qu'il faut prendre, et là sur des aspects un peu plus santé et qui sont plus propres au handicap et dans le cadre de l'entraînement ou aussi de l'accès aux lieux d'entraînement, etc. Donc Oriane, s'il te plaît. Ouais, alors ce qui est listé là, voilà, c'est quelques exemples, c'est pas du tout exhaustif, hein, c'est juste pour mettre un petit peu la puce à l'oreille sur des besoins assez globaux, on va dire. Pour les personnes blessées médulaires, donc paraplégiques ou tétraplégiques, le point le plus important, je trouve, au niveau de sécurité, c'est vraiment de prendre en compte que ces personnes, en dessous de leur niveau de lésion, elles n'ont pas de sensibilité, donc elles ne sentent pas quand elles se blessent. Donc, elles ont ce qu'on dit un risque important de faire un escar. Alors, une escar, c'est une plaie qui est causée par une pression, un frottement, un cisaillement sur la peau. Ça peut commencer par une toute petite rougeur ou un petit bleu. Et puis, vu que ces personnes, elles ne sentent pas ou elles ont parfois des difficultés à se mobiliser, ben, ça peut ça peut rapidement dégénérer et devenir une très grosse plaie qui peut atteindre l'os. En général, ça peut arriver jusqu'à des hospitalisations de plusieurs mois avec un allaitement et ce genre de choses, et parfois des opérations. Ces personnes-là, en général, elles sont au courant du risque important d'escar. Mais bon, pour quelqu'un dont la lésion est récente, pour quelqu'un qui est en fauteuil roulant depuis pas longtemps, ne connaît pas forcément la tolérance de sa peau par rapport à ça. Ils n'ont pas forcément les réflexes de prévention, surtout dans les nouvelles situations comme voilà, un transfert sol, se mettre par terre à la piscine ou utiliser des fauteuils de sport qu'on n'a jamais utilisés. Ce genre de situation nouvelle, on n'y fait pas forcément attention, et le problème, c'est que voilà, une escar, c'est super vite arrivé, et après, c'est des mois d'immobilisation, quoi. Donc, les points importants où il faut faire attention, ça pourrait être... par exemple, ça pourrait être, voilà, s'il n'y a pas comme tu disais, Patrice, de matériel spécifique pour rentrer dans l'eau, là, des fauteuils électrifiés qui rentrent dans l'eau. Si la personne doit... Ouais, voilà, les fauteuils de mise à l'eau. Si la personne, elle doit se mettre au sol avant de se mettre dans l'eau, ben, prévoir un tapis qui soit épais, qui se met sur le sol de la piscine avant de s'y asseoir, quoi. Si on doit tester un nouveau matériel, un nouveau fauteuil d'athlétisme prêté par, j'en sais rien, moi, le comité handisport voisin ou ce genre de choses, bah,
le tester pas longtemps au début, et puis après, voilà, la première séance, le tester pas longtemps, vérifier qu'il n'y a pas eu de plaie, et puis augmenter progressivement. Voilà, c'est ce genre de choses auxquelles il faut faire attention. Et aussi lors des transferts, faire attention à ce que voilà, les pieds ne frottent pas par terre, ce genre de choses, quoi. Après, ce qui est aussi pour les personnes paraplégiques et tétraplégiques ou toutes les autres personnes qui se déplacent en fauteuil roulant, il y a un risque important de blessures aux épaules. Et notamment parce que la pratique en fauteuil roulant, c'est très contraignant pour les épaules, et parce qu'on utilise des bras tout le temps, et parce que on fait des transferts, et c'est des jambes dans la vie quotidienne. Donc c'est aussi important à prendre en compte de ne pas commencer à prendre des positions vicieuses ou ce genre de choses. Un autre point d'intention, ça peut être aussi par exemple la température de l'eau dans la piscine, qui peut être évoquée lors du premier contact, comme on a parlé tantôt, parce que tout à l'heure, parce que la thermorégulation chez les personnes tétraplégiques notamment est altérée. Mais c'est pareil, c'est des choses qu'elles connaissent, mais qu'elles n'ont pas forcément encore expérimentées. Donc c'est peut-être à tenir à l'œil. Qu'est-ce que j'avais mis aussi? C'est important d'avoir un lieu de sondage quand il y a des longues séances de prévues. Pas précis, bien, c'est le sondage. Oui. Ouais, les personnes qui ont paraplégiques et tétraplégiques, elles ne peuvent pas faire pipi naturellement, on va dire, donc elles ont besoin de matériel spécifique et d'être dans un lieu avec un lavabo, une poubelle et ce genre de choses pour pouvoir le faire. Et il faut que ce soit fait de manière assez régulière, parce que sinon ça peut entraîner pas mal de complications, notamment urinaires, quoi. Mais bon, après, là, les personnes, c'est pareil. Encore, elles se connaissent à ce niveau-là. En général, elles se connaissent, sauf pour les personnes qui sont depuis pas très longtemps en fauteuil, mais c'est pas forcément celles qui vont venir tout de suite dans un club de triathlon, je pense. Ah oui, pour ce qui est des handbikes et fauteuils d'athlétisme, en général, quand on fait des sorties en extérieur, hors des stades ou des vélodromes, on place un drapeau en hauteur, parce qu'en fait, voilà, elles sont en dessous du champ de vision des automobilistes. Donc, soit d'être accompagné par un cycliste, soit d'avoir un drapeau, ou les deux. C'est encore mieux les deux pour pouvoir être vu. Je ne sais pas, toi, Patrice, ce que vous utilisez comme moyen de repère en sortie en extérieur, mais je pense que ça oui, c'est effectivement, oui, c'est d'y penser. Dans la majorité des cas, il faut préconiser un accompagnateur, mais on n'est évidemment pas toujours dans la possibilité de le faire. Les athlètes, souvent, ils savent, ils mettent des drapeaux fluo et puis même rajoutent plusieurs lumières qui flashent, même en journée, pour être vraiment bien vu. Mais c'est vrai que un point qui est important à souligner, la vulnérabilité des fauteuils, enfin des athlètes en fauteuil ou pour la pratique effectivement pour la pratique individuelle, ils sont souvent en effet seuls. Ouais. Et c'est vrai que moi je suis souvent inquiet quand je les vois sur la route au ras du sol, même avec leur drapeau, même avec leur éclairage. Il ne faut pas hésiter à mettre le paquet sur les lumières, sur les moyens, éventuellement des. Enfin, ça, je n'ai pas vu encore, mais moi, je trouve que les athlètes qui m'arrivent d'encadrer de temps en temps, mais mettez-vous un petit klaxon aussi, parce que ça peut toujours aider à y aller à l'approche d'un rond-point, quoi. Voilà. Par contre, c'est vrai que. Et apporter un casque aussi. Oui, bah, ça, c'est une évidence. Un casque en fauteuil, en fauteuil d'athlète aussi, c'est pas toujours. Vu que les autres courent et ne portent pas de casque, c'est pas toujours, ça ne vient pas toujours à l'esprit du premier. Oui, surtout que c'est casse-gueule hein, quand même un peu le fauteuil d'athlète quelquefois. Et le handbike aussi. Mais c'est pour ça que pour nous, enfin, tout ce qui est sorti de toute façon collective avec les fauteuils, il y a toujours un accompagnement. Par contre, c'est systématique. Par contre, ça c'est clair. Ensuite, Cyril, tu as mis les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Bon, ça dépend évidemment de leur vue résiduelle, mais les personnes qui voient encore un petit peu,
elles utilisent beaucoup leur vue résiduelle, donc c'est important de faire attention à l'éclairage, de pouvoir montrer les exercices, de faire attention au contraste, notamment si on écrit quelque chose ou ce genre de choses. Et de faire aussi attention au changement rapide de luminosité, de prévenir quand on éteint la lumière par exemple, ou quand on est en sortie course à pied à l'extérieur, quand on passe dans un endroit à l'ombre ou ce genre de choses, c'est pas mal de prévenir. Les personnes ont parfois besoin d'un guide, pas toujours, ou alors pas dans toutes les situations. Parfois, les personnes malvoyantes peuvent faire du vélo sur un vélo classique, ou alors ont besoin d'avoir un tandem avec un guide en course à pied. Ben voilà, si c'est une course à pied sur un stade qu'elle connaît bien, ben elle n'a pas besoin d'avoir un guide à côté, alors que si on va faire une sortie course à pied en extérieur, ben un guide sera nécessaire. Donc ça dépend vraiment de la personne. Pour la piscine, pareil, ça peut être intéressant d'avoir un repère ou d'avoir une protection au bout de la ligne d'eau. Il y a différents repères. Je ne sais pas si Patrice vous en utilisez ou pas, mais il y a des outils qui existent en tout cas. Oui, c'est vrai que nous, bon, on a un non-voyant, mais il est non-voyant, donc il ne peut pas se débrouiller tout seul. Donc c'est vrai que, en plus, moi, je trouve que c'est moi son guide. On l'a expérimenté au début, effectivement, je n'avais pas la connaissance et on a eu quelques expériences malheureuses, mais bon, on apprend aussi comme ça, hein, et donc effectivement, il faut vachement anticiper. Et puis dans l'eau, bon, ben, moi je lui annonce l'arrivée en bout de ligne quand j'arrive avant lui, parce que bientôt il va me rattraper et je vais pas pouvoir arriver avant lui. Mais bon, donc voilà, oui, mais c'est relativement aussi facile à gérer. Alors, on peut mettre une planche de couleur ou quelque chose comme voilà, ça. alors, c'est vrai que facilement repérable. Oui, mais les athlètes qu'on encadre parfois dans le cadre notamment des stages équipe de France, hein, mais il arrive que des non-voyants nagent seuls, déjà. Alors, on leur met genre une fuite attachée on leur met souvent la ligne d'eau qui est le long du mur, avec une fuite attachée à l'échelle de descente. En fait, quand ils sentent la fuite, ils savent qu'ils sont genre à 1 mètre du mur. Et de l'autre côté, on attache aussi une frite à la ligne d'eau, genre à peu près à 1 mètre du mur, mais après, ils prennent leur repère, eux. Je pense à Anouk notamment qui est non-voyante et qui arrive qui nage seule dans la ligne. Enfin, elle nage pas seule parce qu'il y a d'autres athlètes dans la ligne, mais elle nage pas avec son guide, pas quand elle nage en piscine. En piscine. Voilà. Et après, effectivement, il y a des entraînements spécifiques en eau libre qui nécessitent le guide, et puis c'est même nécessaire que l'entraînement se fasse avec le guide aussi. Le problème, c'est que si tu fais des séances intensives, oui. tu n'as pas de repère avant, en bout de ligne, tu peux taper dans un repère. Non, mais on a fait c'est pour ça la frite, par exemple. On a fait un 100 mètres chrono à tout le monde. Et Anouk, elle a été logée à la même enseigne que les autres. Mais c'est vrai que, alors j'en rigole, mais tu soulignes bien la sécurité avant tout quand même. Ouais. Au niveau sécurité, j'avais mis aussi qu'il faut prévenir des dangers. Il faut faire attention à ce que la personne ait bien vu un danger. Parce que par exemple, une sortie vélo avec une personne malvoyante qui fait du vélo tout seul, on va tous ceux devant vont éviter l'obstacle ou le montrer, mais peut-être que il faut vraiment faire attention à ce que cette personne-là ait vu l'obstacle. Pareil quand on change de direction ou ce genre de choses. Tout à fait. Ça, c'est important. Et parfois, je sais pas, parfois on identifie, les personnes non-voyantes, surtout malvoyantes, sont identifiées sur les sorties à l'extérieur aussi pour que les automobilistes ou éventuellement puissent savoir que cette personne ne voit pas ou pas correctement. Je vais peut-être passer à la diapo suivante. Oui, alors il y a Koun qui nous dit aussi qu'on peut aussi mettre un élastique de mercerie en travers de la ligne qui permet de sentir quelque chose, mais qu'en fait qui nous empêche pas de nager, de passer quoi. Ouais. Autre idée, c'est vrai, c'est une bonne idée.
Alors pour les personnes qui ont des difficultés à la marche, un point important auquel il faut faire attention, mais en général ça vient tout de suite, c'est le sol glissant dans la piscine. C'est pour ça que certaines personnes utilisent parfois un déambulateur alors que voilà, elles ont, même si ce n'est pas des personnes amputées qui doivent enlever une prothèse pour aller à la piscine, c'est des personnes qui marchent sur leurs deux jambes, elles utilisent parfois un déambulateur pour marcher sur le bord de la piscine ou ont besoin juste d'avoir quelqu'un à côté au cas où. Et puis, il faut évidemment faire attention aux marches, au sol, enfin, le type de sol qu'il y a dans les lieux d'entraînement. Pareil, les changements de direction, il faut parfois les prévoir un petit peu à l'avance en fonction de... Voilà, par exemple, Framboise, je pense qu'au début, Françoise, si on lui faisait changer de direction toutes les 2 secondes sans la prévenir, je ne crois pas que ça devait être facile pour courir, quoi. Voilà, ce genre de choses, c'est bien de le prendre en compte. Pour les personnes avec une amputation, c'est aussi important de faire attention aux moignons, surtout les moignons qui sont relativement récents, mais encore pas que, notamment des coups, des frottements et ce genre de choses, et notamment aussi en période de test de nouvelles prothèses, parce que là, c'est pareil, un entraînement trop long sur une nouvelle prothèse, ça peut faire des plaies qui peuvent mettre longtemps à cicatriser, ce genre de choses. Si vous avez des choses à rajouter, vous me le dites. Hein. Non, c'est très bien. Oui, oui. C'est vrai que les moignons, ça veut dire, c'est comme quelqu'un qui va tomber en vélo et qui va pas pouvoir nager parce qu'il est blessé après. C'est ça le moignon aussi, c'est-à-dire que la personne, son moignon est blessé, ça veut dire qu'elle ne peut pas aller dans l'eau, elle peut pas peut-être pouvoir faire du vélo parce que c'est pas la même prothèse et que ça appuie peut-être au même endroit, mais c'est ça aussi que ça veut dire. C'est comme, voilà, c'est comme quelqu'un qui va tester des nouvelles chaussures et qui va aller faire 40 km avec sa nouvelle paire. Voilà, c'est des choses. Voilà. Sauf qu'en plus, là, ça peut avoir un impact aussi sur la vie vraiment quotidienne. Parce qu'une personne qui ne peut plus mettre sa prothèse de marche, ça change tout le quotidien. Lui, il ne peut pas forcément. Ouais, voilà. Ensuite, pour les personnes malentendantes ou sourdes, ça peut être intéressant d'utiliser un support écrit à la piscine, même si elles entendent en partie, parce que voilà, en piscine, on ne porte pas les appareils auditifs, et puis c'est un environnement bruyant. Donc voilà, c'est important peut-être d'avoir un support écrit. J'avais mis pareil pour les dangers aussi, c'est le même principe que pour les personnes mal et non-voyantes. Il faut vraiment faire attention à ce que les avertissements de danger soient bien reçus, surtout sur les sorties vélo par exemple. Oui, c'est important de voir avec la personne quelles sont ses préférences de communication dans les deux sens, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle reçoit l'information, est-ce qu'elle lit sur les lèvres, est-ce qu'elle a une oreille où elle entend, une oreille où elle n'entend pas, est-ce qu'elle utilise des gestes repères ou ce genre de choses, est-ce qu'il faut lui montrer les exercices, est-ce qu'il faut parler fort et de face, voilà, ce genre de choses. Mais aussi comment elle a le plus facile de s'exprimer, parce que par exemple, les personnes sourdes ou très malentendantes, elles ont parfois du mal à parler, à oraliser. Et donc du coup, parfois, elles ont aussi, voilà, surtout à la piscine par exemple, où les gens n'entendent pas, elles parlent pas, elles ont du mal à parler, elles vont peut-être aussi utiliser des gestes par exemple. Oui, c'est vrai qu'effectivement, il y a une différence entre les malentendants forcément et les sourds. Nous, on a 2 malentendants et un sourd. Et c'est vrai que je n'ai pas appris la langue des signes malgré tout, mais on arrive à se comprendre. Effectivement, quand je lui donne les consignes dans l'eau, c'est assez simple parce qu'il n'arrive pas non plus, si on l'inscrit au tableau, ce n'est pas forcément évident. Bon, c'est un jeune, très jeune. Et en effet, il réagit très très bien aux signes il suffit de lui montrer en fait voilà, quel exercice il faut faire. Et généralement aussi, comme il ne nage pas tout seul, il nage avec quelqu'un d'autre, il copie aussi sur lui qui est devant. Donc il s'adapte aussi comme ça, quoi. T'es devenu un expert en mime, quoi. Non, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on trouve vraiment des gestes qui sont repères, parce qu'au début, on va montrer tout l'exercice en détail et tout ça, puis après, on va avoir un geste qui revient tout le temps et qui rappelle directement le bon éducatif ou ce genre de choses, quoi. J'avais mis aussi attention aux troubles de l'équilibre, parce que parfois les personnes qui ont des problèmes d'audition ont aussi des problèmes d'équilibre. Et ça peut être embêtant en course à pied, en vélo aussi. Beaucoup. Et en sortant de la piscine. En roulant en groupe, en sortant de la piscine. Voilà.
Merci. Ouais. On va avancer. Ah oui, après, sur les types de handicap, plus handicap mentaux et psychiques. Ouais. Pour ce qui est du handicap mental, je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'instaurer un sentiment de sécurité. Ce qui peut être, bon, là c'est pareil, ça dépend vraiment de la personne, mais ça peut être proposer des repères dans la séance avec une structuration du temps et de l'espace, voilà, d'avoir une trame de séance à la piscine qui soit globalement toujours la même, échauffement, un corps de séance, récup, voilà, ce genre de choses, avec parfois des exercices repères en disant on commence toujours l'échauffement par tel exercice, on finit toujours l'échauffement par tel exercice, avoir un petit rituel de fin de séance ou un repère horaire pour la douche c'est de telle heure à telle heure, ou voilà, ce genre de choses. Ça peut être aussi utiliser des repères via les pictogrammes, comme vous faites à Montélimar, par exemple. Le handicap mental, ça se traduit aussi par des apprentissages qui sont parfois plus lents, donc il faut répéter plus souvent les exercices, faire des démonstrations, peut-être faire parfois moins d'exercices différents que les autres en fonction, à adapter. Parfois, oui, faire aussi l'explication plus au calme ou juste en tête-à-tête, ça suffit pour que l'exercice soit plus facilement compris. C'est aussi intéressant de garder en tête que voilà, tous les apprentissages, les liens, les repères qui ont été mis en place, ils peuvent être perturbés par des toutes petites choses qui ne dépendent pas forcément du club, de l'entraînement, de l'environnement, la structure de la séance. Ça peut être bêtement, par exemple, un jeune autiste qui a changé de maillot de bain, et ben, ça va lui enlever tous ses repères et il sera vraiment pas bien. On aura l'impression d'être revenu au point zéro, alors qu'en fait, c'est juste le changement de maillot de bain, il faut juste qu'il se réhabitue. Voilà. Et ça ne dépend pas forcément de nous, quoi. Voilà. Ouais. Bon, c'est aussi important en général pour... Ouais. Vas-y, Oriane. Je dis que là, c'est important de se rapprocher de la famille et de ses proches pour savoir quels sont les outils qui ont été mis en place déjà ou qui sont en train d'être mis en place. Surtout, c'est les jeunes notamment qui ont vraiment des stratégies qui sont mises en place, parfois même avec des instituts, ce genre de choses. Donc, c'est l'occasion de les utiliser vu qu'ils travaillent déjà beaucoup là-dessus à l'extérieur du club, quoi. Je voulais dire quelque chose, Cyril. J'ai Yakoun qui nous donnait encore, fait part aussi de son expérience, qui est avec nous là, mais qui communiquait par écrit avec moi. Je ne voulais pas m'approprier à moi-même ce que j'allais dire, alors que c'est lui qui vient de l'écrire. Il existe des carnets publiés par le pôle ressources, je pense, le pôle ressources sport et handicap, sur la communication par les gestes en sport. Donc ça peut être intéressant d'aller se renseigner sur ces petits carnets que je ne connais pas, qui permettent de communiquer de façon basique. Et puis Virginie nous dit aussi donner des consignes simples et monotâches. Voilà, j'allais rajouter ça parce qu'effectivement, si on multiplie les consignes, c'est mort, quoi. Donc il faut les répéter, et il faut les répéter sans cesse. Et d'une séance sur l'autre, c'est jamais gagné. Donc même des fois, on a l'impression de revenir en arrière, mais il faut quand même revenir dessus, quoi. D'accord, ok. Je voulais rajouter un dernier point, effectivement, oui. Sur le handicap intellectuel. Il y a aussi effectivement le fait que non seulement il faut être à leur écoute, mais aussi il faut certainement expliquer aussi aux valides avec eux, leur expliquer effectivement, peut-être succinctement, mais quels sont les symptômes qu'ils peuvent avoir, pour qu'ils ne soient pas mis à l'index non plus, et qu'ils puissent se sentir à l'aise, se sentir comme les autres, et pas un regard inquisiteur, quoi. Oui, on peut être un peu décontenancé, soit du côté du valide, soit du côté de la personne qui a ce handicap, par des comportements, on va dire, qui sortent de l'ordinaire, quoi, et qu'on trouve un peu en décalage peut-être à certains moments et qu'on ne comprend pas, effectivement. De communiquer à l'ensemble des personnes qui se trouvent ensemble, qu'est-ce qui peut arriver, ça étouffe un peu ça calme un petit peu les problèmes de communication qu'il pourrait y avoir, quoi, c'est ça? Oui, c'est ce genre de problème qu'on n'a pas effectivement avec les handicaps physiques, oui. Mais sur le handicap intellectuel, il y a des réactions qui sont parfois assez curieuses, et il faut que tout le monde le sache, parce que c'est vrai que ça peut dérouter.
et même créer des tensions, quoi. Donc, Ouais. D'accord. Alors, on va aller. Dernier point. Pardon, excuse-moi, juste un tout dernier point par rapport au handicap psychique. Bon, en même temps, c'est un peu une redite parfois. C'est juste que c'est important aussi de se rapprocher de la personne pour savoir quels sont les outils et stratégies qu'elles ont mis en place ou qu'elles sont en train de mettre en place en cas de situation difficile. Et en général, c'est souvent laisser le temps et l'espace à la personne de pouvoir revenir dans la réalité, s'apaiser en cas de difficulté ou de crise. En général, c'est comme ça que voilà, il faut le temps. Et ça, c'est pareil aussi. Je pense que, comme tu dis, Patrice, il faut, dans le cas du handicap psychique aussi, vraiment informer aussi les autres membres du club des difficultés, que ce soit la personne elle-même qui explique ou ses proches ou quelqu'un du club, mais il faut que ce soit expliqué aux autres aussi, quoi. Ouais, et puis peut-être aussi avoir communiqué sur les prises de médicaments. Oui, aussi. Qui c'est vrai. sont nécessaires ou qui doivent être prises à certaines heures, peut-être. Voilà. Mais globalement, je pense que la priorité pour ce qui concerne la pratique en elle-même et tout ce qu'il y a autour, c'est d'essayer de donner les moyens et de trouver les solutions pour que la personne elle puisse faire un maximum de manière autonome. Et que seulement si ce n'est pas possible, alors on pallie en venant en aide ou en rajoutant du matériel. Mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner la personne pour qu'elle soit la plus autonome possible, quoi. Pour tous les types de handicap et dans toutes les situations. Oui. Donc là, on va repasser un peu sur plus quelque chose qui est du technique, on va dire encadrement à l'entraînement. Patrice, tu peux nous en dire un peu sur l'organisation des créneaux, sur le matériel. Tu nous en as un petit peu dit sur le matériel, mais sur ce qu'on peut être amené à acheter en tant que club ou à proposer d'acheter à l'athlète. Voilà. Sur ces aspects-là, est-ce que tu peux nous faire part un peu de ton expérience? Donc, en effet, on voit au fur et à mesure de l'arrivée des nouveaux paratriathlètes quels sont les besoins qu'on peut avoir. Bon, on sait que les lignes d'eau, c'est un problème récurrent déjà en temps normal pour les valides. Donc, c'est vrai que lorsque ils sont en ce moment, ils sont 10 ou 12 à venir aux entraînements, puisqu'ils continuent de s'entraîner malgré le confinement. Mais en temps normal, on peut leur octroyer effectivement, notamment pour certains qui ont quelques difficultés, une ligne dédiée quand même. Je pense notamment aux paraplégiques et tétraplégiques, pour éviter les chocs, pour faciliter effectivement leur circulation dans la ligne d'eau. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui s'obtient assez facilement, parce qu'on a quand même des écoutes justement aujourd'hui sur le monde du handicap qui est assez importante de la part des collectivités, de la part des organismes extérieurs. Et donc, voilà, ça nous permet d'arriver à nos fins, quoi, hein. Donc, après, voilà, bon, pour moyens techniques, tu disais organisation. Ouais. Oui, donc répartition plutôt par vitesse de déplacement dans les lignes que par handicap, comme tu dis. Ah oui, d'accord. Avec une adaptation. De la même manière, en vélo et en course à pied, j'imagine que les groupes ne se font pas. Et nous, en tout cas, on l'expérimente aussi dans le cadre des entraînements équipe de France. C'est-à-dire que ce n'est pas le handicap qui guide les groupes, c'est plutôt la vitesse de locomotion, quoi. Oui, donc c'est pareil, ils sont mélangés avec les valides, voilà, comme je l'ai dit au départ, en fonction de leur niveau. Ouais, c'est ça. Oui, et c'est valable en effet aussi bien en natation qu'en vélo, qu'en course à pied, parce qu'on a des personnes qui performent dans une des disciplines, et ça serait un peu réducteur de les mettre ensemble. Voilà, après, pour ce qui est du matériel, pour ce qui est du matériel, donc c'est vrai qu'au niveau d'un club, au départ, il n'y a pas quand même des besoins importants en matériel, parce que, comme tu disais, Oriane, effectivement, il faut se rapprocher aussi des ressources extérieures qu'on peut avoir, notamment avec les clubs handisport. Hein, c'est aussi comme ça qu'on a développé l'arrivée de paratriathlètes, parce que
si on attend au niveau du club qu'un paratriathlète se présente à la porte du club en disant toc toc, je viens faire du triathlon, on peut quand même attendre un moment, quoi. Et c'est pour ça qu'on voit, il y en a peu aujourd'hui de paratriathlètes parce que les clubs n'ont pas une démarche proactive pour aller les chercher. Alors bon, il faut, comme je le disais au départ, une volonté politique du club de les accueillir. Et après, il faut effectivement trouver des ressources avec les clubs handisport qui sont quand même une bonne manne, ou les clubs de sport adaptés. Après, bon, nous, on a mis effectivement différentes opérations en place pour développer aussi et pour faire connaître le paratriathlon du club en mettant des animations. On a fait dans la peau d'un paratriathlète, on a fait des journées de découverte aussi avec des autistes, voilà, des trisomiques. On a fait des conférences dans les centres de rééducation. On a donc organisé un premier stage paratriathlon du point de vue national qui effectivement a été une belle réussite, puisqu'on a eu des gens qui sont venus de toute la France. Et puis, on a effectivement une épreuve qui est accessible, avec une course spécifique paratriathlon individuel, donc qui se fait chaque année. Et on a aussi, ça fonctionne très bien. Donc, c'est des moyens, en effet, de faire connaître et d'ouvrir nos portes, effectivement, à ces personnes-là, quoi. Ouais, je vais rebondir un petit peu sur ces aspects-là. C'est-à-dire que là, il faut bien qu'on ait conscience que Patrice nous présente un club qui fonctionne depuis plusieurs années et comme il a dit, qui a débuté avec la venue d'1, 2, 3 paratriathlètes. S'il y a dans les personnes présentes des gens qui sont présidents de club, etc., ne pensez pas que du jour au lendemain, il y a 15 paratriathlètes qui vont débarquer dans votre club et qui vont nécessiter d'un seul coup des lignes d'eau, du matériel, etc. Ça ne se fait pas du tout comme ça. Et la plupart des clubs accueillent beaucoup moins de paratriathlètes et que les choses se font petit à petit, quoi, en fait. C'est-à-dire, le projet, il a grandi, comme tu l'as expliqué bien au début. Donc ça, je veux un petit peu aussi rassurer les gens sur le fait que ce n'est pas du jour au lendemain que les choses prennent cette ampleur, quoi. Et c'est très bien si ça se développe et si le club accueille plein de gens, plein d'athlètes, mais il ne faut pas aussi penser que ça peut faire beaucoup de choses du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se construit petit à petit, comme le club grandit. Voilà. C'était un premier point que je voulais souligner. Et puis, parler des épreuves accessibles, puisqu'on l'évoque, Montélimar a une épreuve accessible. En 2019, il y avait 175 épreuves qui avaient le label accessible. Et là, j'en profite pour faire un petit aparté sur cette notion d'accessibilité. Il y a un label accessible qui est là pour garantir certains points d'accueil et de sécurité aux paratriathlètes, et notamment le fait que l'épreuve soit accessible à tout type de handicap. Ça, c'est le label. Mais moi, je dis toujours, dans le calendrier FF3, en théorie, toutes les épreuves sont accessibles. C'est-à-dire que les paratriathlètes peuvent être accueillis sur toutes les épreuves, sauf si, évidemment, techniquement, et notamment pour les fauteuils, souvent c'est les fauteuils, le parcours n'est pas accessible parce qu'il passe dans la forêt ou autre. Alors parfois, avec peu de moyens, on peut résoudre des problèmes d'un escalier. On trouve une personne ou deux présente là, un bénévole qui va aider la personne à passer les 2 marches, etc. Mais globalement, toutes les épreuves sont accessibles et on n'a pas besoin d'avoir un label pour accueillir des personnes sur cette épreuve. Le label est un plus, mais on n'en a pas besoin. On ne peut pas refuser quelqu'un sous prétexte qu'on n'a pas le label. Ça, je veux le préciser parce qu'il y a eu, en discutant avec d'autres personnes impliquées dans le paratriathlon, on a cru comprendre qu'il y avait des organisateurs qui avaient peut-être mal compris le principe du label. Donc, je profite, je saute sur l'occasion pour véhiculer ce message. Et puis, il y a une épreuve de paratriathlon national qui est le championnat de France de paratriathlon, qui est une épreuve open, donc qui est accessible à tous, à tout type de handicap, même les handicaps non éligibles aux règles strictes qui régissent le paratriathlon.
Oui, les coûts. Alors, oui, les coûts. Donc, là, on l'a un peu évoqué, hein, l'accueil des athlètes en situation de handicap, est-ce qu'il génère des coûts spécifiques pour le club? Donc, ça a été évoqué en théorie, pas plus que pour un athlète valide, mais après, on peut, je prends la main, Patrice, mais tu pourras compléter, on peut proposer des améliorations, des outils, trouver des moyens pour parfois améliorer des situations, etc. Oui, et puis c'est vrai que pour démarrer, il y a un micro qui est ouvert, oui. Il faudrait couper les micros, alors je vais le faire. Hop. Hop. Donc c'est vrai que au départ, il n'y a pas besoin de matériel spécifique pour le club, sauf on l'a dit, des petits accessoires de signalisation, ok, mais il est bien de se rapprocher là aussi des clubs en e-sport qui généralement ont pas mal de matériel, donc des fauteuils, des handbikes. Et pour démarrer, ouais, pour voir si la discipline peut convenir, c'est bien de les solliciter. Donc le club n'a pas besoin d'aller acheter ce matériel-là, parce qu'il y en a partout, et soit au niveau du comité, soit au niveau de la ligue en e-sport. Ils ont tous du matériel qu'ils peuvent prêter. Alors par contre, c'est vrai que très vite, le paratriathlète qui va vouloir continuer, comme tous les triathlètes, il va vouloir s'équiper et puis s'équiper de plus en plus et il veut toujours le dernier matériel, le plus beau, etc. Et là, par contre, ce n'est pas le club qui va effectivement le financer, c'est l'athlète lui-même. Mais par contre, il est certain que nous, ce qu'on essaye de faire au club, justement, c'est, sachant que c'est des coûts quand même qui sont élevés, hein, si on prend un handbike de qualité moyenne, c'est 5-6 000 €, un fauteuil d'athlète, c'est à peu près pareil. Une lame de course, c'est pas loin de 10 000 €. Un tandem, c'est pareil, c'est 5-6 000 €, sans compter tout le petit matériel, sans compter les inscriptions au cours, sans compter que, comme les épreuves accessibles, il y en a très peu, il faut se déplacer aussi beaucoup. On a en face un public qui n'a pas forcément des revenus importants. Hein. Souvent, certains vivent qu'avec l'aide à handicapés adultes. Et donc, on essaie de mettre en place effectivement un plan d'investissement sur du moyen terme, maintenant qu'on a quand même pas mal de monde. Et chaque année, on décide de financer un matériel pour un paratriathlète. Alors, ça peut être un fauteuil, ça peut être un tandem, etc. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, on a des aides, je disais tout à l'heure, le monde du handicap, effectivement, est quand même en évolution. Il est de plus en plus… C'est un bon levier quoi, pour lever des fonds quand même. Et il y a plein d'organismes qui sont prêts à accompagner. On peut donc déposer des appels à projets, soit auprès de la région, soit auprès des départements, de l'agglo, des communes. Mais aussi, il ne faut pas oublier les clubs services, les fondations d'entreprise. Alors là, on a fait fort cette année, nous, on a tapé des fondations dont on ne s'imaginait même pas qu'on allait avoir des fonds parce que c'est la fondation Minolta, Konica Minolta, qui est une entreprise japonaise qu'on connaissait ni d'Adam et qui ne nous connaissait pas non plus. Ils ont accepté de nous financer une partie d'un tandem à hauteur de 4 500 €. Donc voilà, quoi, il suffit effectivement, bien sûr, il faut prendre un peu de temps pour déposer un dossier, mais c'est donc faisable. Il y a effectivement les dons de particuliers. Et puis, bon, on a aussi à côté, nous, une convention avec un collège qui accueille aussi des personnes en situation de handicap intellectuel ou sociaux, des problèmes sociaux. Donc, le collège nous rémunère effectivement pour notre intervention, puisqu'on y va une fois par semaine dans ce collège. Donc, voilà, c'est des ressources qu'on peut solliciter assez facilement, qui permettent d'aider les paratriathlètes et qui permettent en même temps d'aider le club, parce qu'il y a une partie des aides qui revient aussi au club. Donc, il ne faut pas penser que les présidents de club pensent que le paratriathlon, ça va être un coût. Au contraire, alors il ne faut pas le voir non plus en disant ouais, ça va être super, on va se faire du beurre dessus. Non, mais par contre, effectivement, ça ne coûtera rien au club et on peut effectivement les aider aussi et les accompagner là-dessus. Ok. Merci. Je pense que ce qui est aussi intéressant par rapport à ça, c'est quand on crée un réseau, pas forcément avec les fondations d'entreprise et ce genre de choses, mais avec les autres clubs, avec les comités handisport et tout ça. C'est intéressant parce que ça fait aussi parler du triathlon, parce que mine de rien, le triathlon fait peur aussi.
Et pour les personnes en situation, enfin les athlètes en situation de handicap, ça fait encore plus peur parce que c'est 3 disciplines. Et donc, le fait de créer des conventions, c'est aussi parler du triathlon et du paratriathlon. Et c'est aussi montrer que voilà, le club enfin, le paratriathlon, c'est accessible aussi, quoi. Donc, c'est intéressant de passer par ce biais du vecteur de recherche de matériel, mais en fait, on fait parler aussi du sport, quoi. Oui. Ouais, on arrive bientôt à la conclusion. Je sais pas. Oui, bah, ça fait quand même 1h10 qu'on y est. Je n'avais pas vu le temps passer. Oui, donc je vais un petit peu conclure et puis proposer à celles et ceux qui veulent rester de passer 2 vidéos qui font à peu près 5 minutes chacune, qui ont été tournées dans le cadre du club de Montélimar là, il y a 1 an ou 2. Donc oui, un accueil basique, dans la majorité des situations, accueillir une personne en situation de handicap, ça va être un accueil relativement simple. Ça, j'ai bien insisté là-dessus, même si on a vu que le projet peut prendre de l'ampleur et ressembler vraiment à quelque chose qui, et on peut le voir dans la vidéo, véhicule des belles valeurs, quoi. Ne pas se mettre de frein et aussi, vous le verrez, et, Patrice et Oriane le savent aussi, les athlètes arrivent et ont eux aussi des croyances envers ce qu'ils sont capables de faire et pas faire, et ça évolue. Ça s'appelle le gain d'autonomie. Donc, pas hésiter à créer des contacts, à créer du réseau. Donc, les athlètes sont quand même des athlètes qui sont motivés plus. Ceux qui viennent faire du triathlon, ils ne viennent pas choisir cette discipline au hasard non plus. C'est pas, en général, on n'y vient pas comme ça en se disant tiens, je vais faire du triathlon. C'est qu'il y a vraiment derrière quelque chose qui pousse les gens à faire cette discipline-là. Donc, ils trouvent des solutions avec les encadrants pour gagner en autonomie et du coup, être, comme on le disait, reconnus plus pour leur qualité d'athlète et leur intégration dans le club que par le fait qu'ils aient un handicap, qui est finalement une particularité de leur personnalité, comme on a tous des particularités dans notre personnalité, quoi. Que ce soit physique ou pas. Donc, si il y a des questions, c'est le moment. S'il y en a qui doivent partir, on comprendra. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la main via votre micro, par exemple, si c'est possible. Je pense que c'est possible. S'il n'y a pas de questions, on passera, je passerai la vidéo et puis ce sera une manière de vous dire au revoir et de vous remercier d'avoir été présent. Remercier Oriane aussi et Fabienne en backstage et puis Patrice pour leur intervention. Question, pas question? Oui, donc Luc Bourron, là, je voulais vous remercier, donc Cyril d'avoir fait cette visioconférence pour nous parler du paratriathlon. Il y a des gens qui sont demandeurs, donc c'était l'occasion de le faire. Merci également à ceux qui étaient présents. Patrice, merci d'être là, surtout avec la déconvenue qu'on a eue sur le championnat de France. Je suis désolé de ce qui s'est passé. J'ai relayé le message de mon mécontentement et du vôtre également. Et puis, merci à toute la commission qui a été présente ce soir, commission de classification, que je remercie pour leur travail. Voilà. Merci Luc. Donc Luc était responsable de la mission, qui est responsable encore de la mission paratriathlon, donc qui évoque à demi-mot le fait que Montélimar avait postulé pour le championnat de France 2021 et puis ça n'a pas été, on va dire, une autre organisation a été retenue. Il évoque aussi la présence parmi les personnes assistant à la conférence de l'équipe de classificateurs. Koun est intervenu, nous a fait part de son expérience, Virginie aussi. Donc, il y a aussi Johan Morvan qui est le médecin classificateur qui est avec nous là, et Fleur aussi qui est en formation. Donc, merci en tout cas, Luc. Mais non, c'est moi qui vous remercie. Je crois qu'il y a Cyril qui voulait intervenir. Oui, mais je vais répéter ce qu'on vient de dire. Merci à tous. Merci d'avoir partagé cette présentation. Merci Patrice aussi pour le retour d'expérience et puis pour les tips. J'avais une question du coup sur l'exemple que vous citiez avec Konica, c'est bien ça, si j'ai bien compris, des entreprises qui peuvent éventuellement participer au financement.
quelles seraient les recommandations, comment on fait pour approcher justement des boîtes comme ça? Est-ce qu'il y a justement dans ce genre d'entreprise des fonds qui sont destinés justement à supporter des sports ou des activités dans le handicap et enfin, tout simplement un retour d'expérience là-dessus? Oui, alors effectivement, toutes ces fondations d'entreprise, on trouve les listes assez facilement puisque ils sont en principe classés en fonction des appels à projets qui privilégient, qui soutiennent. Donc, il suffit de chercher sur Internet quasiment la liste des entreprises qui ont, pour l'année en cours, des appels à projets qui concernent le handicap et le sport. Et donc, en faisant ce recoupement, bon, en fait, j'ai déposé, pour tout dire, 10 dossiers quand même l'an dernier. Hein. J'ai eu MMA, la Française des Jeux, je ne sais plus encore qui, mais voilà, j'ai une dizaine de demandes qui ont été faites auprès de ces entreprises-là. Donc, c'est assez facile et c'est vrai qu'elles sont très, très ouvertes. Bon, après, c'est un dossier à monter à chaque fois. Hein. C'est un dossier, effectivement, un peu conséquent, mais bon, une fois qu'on a l'habitude d'en monter un, ils sont tous pareils. Donc, et généralement, les retours sont hyper positifs hein, sur l'ensemble des demandes. J'ai eu très, très peu de refus, quoi, parce que j'étais tombé à côté de la plaque sur une année, parce que chaque année, ils soutiennent des projets qui peuvent être différents. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut aller sur leur page et puis aller voir les appels à projets qui sont soutenus sur l'année en question. Et si ça rentre dans le cadre, et ben, voilà, on lance le dossier et derrière, il y a 90% de chances d'obtenir quelque chose. Quoi, hein. Alors, c'est souvent, en effet, il faut reconnaître que c'est souvent quand même pour financer du matériel plus que qu'un projet, quoi. Voilà. C'est vrai qu'on l'a évoqué, enfin, ça oui et non. Nous, au sein du triathlon Toulouse Métropole, on essaye aussi de mettre en place certaines activités, là notamment lors de notre prochain triathlon qu'on organise. Dans l'idée ou dans l'esprit, le triathlon pour tous, on va essayer de mener avec un partenaire, un prothésiste, l'accessibilité au triathlon, à des handisports, à des paratriathlètes. Et puis, donc pour revenir à la question de coût, effectivement, on a quelques paras ou des personnes en situation de handicap avec des déficiences auditives. On a des solutions qui existent, hein, notamment pour le vélo, mais pourquoi pas alors, investir dans d'autres solutions pour garantir la sécurité justement de ces malentendants lors du vélo, des choses comme ça. Donc, ça peut être effectivement un bon levier aussi pour financer une partie de ce matériel. Ouais. Je voulais rajouter quelque chose aussi. Alors, il y a eu des petites questions qui ont été posées. Qu'est-ce qu'un classificateur? Effectivement, on ne l'a pas dit, ça paraissait évident. J'ai cru que c'était évident. Moi, évidemment, on travaille dedans. Un classificateur, c'est une personne qui détermine les classes sportives pour que les athlètes puissent concourir dans leur catégorie ou dans une catégorie avec d'autres athlètes qui ont un handicap, on va dire, similaire en tout cas dans l'impact sur la performance. Et puis Koen nous livre encore des informations sur les aides qu'on peut avoir à travers l'Association des paralysés de France, notre association qui est l'AGFIP, et puis des fonds européens, etc. Bon, là, c'est vrai que je pense qu'il y a plus de fonds qui permettent d'avoir de l'argent qu'on ne les connaît, quoi, qu'on ne peut les connaître. Et puis, j'avais vu une autre question, il me semble. Ah oui, plusieurs handisports non licenciés s'inscrivent sur les épreuves. Comment les motiver pour se licencier? Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas retour de non licenciés. Alors, oui, il y a des non licenciés qui s'inscrivent sur les épreuves pour découvrir, ça c'est vrai, avant de s'inscrire dans des clubs. Alors, la Fédération française de triathlon, comme beaucoup de fédérations, incite les gens à se licencier par on va dire, le biais du porte-monnaie, c'est-à-dire que en rendant le coût des épreuves pour les non-licenciés plus important, on calcule vite que si on fait 3 épreuves, on a plus intérêt à se licencier. Donc, c'est une première réponse. Mais après, je pense que la question était plutôt quels sont les moyens pour les motiver, on va dire, l'attractivité du club en termes de projet. Bon, là, on a l'exemple de Montélimar, mais bon, pour les gens qui habitent dans cette région-là et ils ont la chance d'avoir
ce club-là. Il y a aussi d'autres régions qui sont très actives dans l'accueil des personnes dans les clubs de paratriathlon pour les personnes en situation de handicap. L'Aquitaine a longtemps été une des régions, on va dire, précurseurs en paratriathlon. Le Nord, alors on dit les Hauts-de-France, est aussi une région très active. Donc après, il faut voir localement quels sont les clubs qui sont les plus en désireux d'accueillir, quoi. Voilà. Après, je pense aussi que si un club a envie d'accueillir des paratriathlètes, ce qui est intéressant, c'est qu'il le communique sur son site internet, par exemple, ou sur ses réseaux sociaux à un moment donné. Il y a un outil qui s'appelle HandiGuide. HandiGuide. Ah oui, il y a l'HandiGuide aussi. HandiGuide, qui est un guide qui permet aux personnes qui cherchent un club de trouver. C'est un répertoire en fait des clubs dans tous les sports qui se déclarent comme accueillants ou en capacité de accueillir ou désirant accueillir. Voilà. Donc ça, c'est un outil qui est certainement plus connu des gens qui travaillent dans le monde du handicap que des athlètes ou des personnes en situation de handicap qui cherchent un club. Mais c'est vraiment un outil qui existe depuis longtemps, sur lequel le gouvernement croit beaucoup, qui vraiment pousse à l'utilisation, à la communication sur cet outil-là. Donc, c'est bien d'en parler, c'est vrai. Malgré tout, ça n'empêche pas que, effectivement, en étant référencé sur HandiGuide, si il n'y a pas la volonté véritablement du club de les accueillir, bon, il peut être référencé, mais sans avoir en se disant, bon, on verra bien. Mais s'il n'y a pas cette volonté-là, très vite, la personne ne va pas trouver son compte. Voilà, c'est ça. Elle ne va pas trouver. Ouais. Mais je pense que l'important, c'est de communiquer, c'est d'en parler. Si le club n'en parle pas, ne communique jamais dessus, évidemment, les athlètes ne vont pas forcément se tourner vers le club, quoi. Pour la petite histoire, quand l'HandiGuide a été un peu… le gouvernement a voulu un petit peu redonner un coup de boost à l'HandiGuide et a souhaité demander aux fédérations de référencer et d'identifier les clubs en capacité d'accueillir. Donc, c'était la commande du ministère. Mais c'est quoi en capacité d'accueillir? Moi, j'ai posé la question. C'est avoir des éducateurs formés? C'est avoir envie d'accueillir? C'est avoir un licencié mais qu'on ne voit jamais? C'est mettre en place des projets? Donc, voilà, ça rejoint ce que tu dis, Patrice, c'est-à-dire qu'on est référencé, c'est bien, et c'est un outil qu'il faut utiliser, mais voilà, ça a ses limites. Ça peut avoir ses limites, mais ça peut être aussi un moyen d'accrocher, de trouver le club qui va faire l'affaire ou qui va finalement développer un projet comme vous l'avez fait au fur et à mesure du temps. Oui, mais il faut que, effectivement, les présidents de clubs qui peuvent être présents aujourd'hui prennent conscience, effectivement, que de toute l'importance et de la richesse que peuvent apporter l'apport de paratriathlètes au sein d'un club. C'est en effet des personnes comme les valides, ils ont les mêmes besoins, mais dans leur comportement, ils sont beaucoup plus respectueux, beaucoup plus reconnaissants, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus volontaires. Et donc, ils donnent cet exemple-là à tous les valides. Et je peux vous dire que ça change effectivement la physionomie des valides. Nous, l'ambiance du club, elle a complètement changé. On n'a plus de fanfarons maintenant qui viennent ou de gens qui se plaignent d'avoir mal au dos, etc. Parce que justement, ils ont à côté d'eux des personnes qui se dépassent. Donc, cette richesse-là, c'est incomparable, quoi. Et quand on est arrivé à ça, quand on a un paratriathlète qui vient nous dire, grâce à toi et à tes bénévoles, j'ai retrouvé le goût de vivre, ça vaut plus que tout le reste, quoi. Ouais. Merci, Patrice. Alors, je vais juste terminer pour vous dire merci à tout le monde. Le temps passe, voilà, et je ne veux pas abuser. Je vais donner un autre rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. On présentera avec Philippe Fattori une thématique sur un peu les différentes pratiques, les différents parcours des paratriathlètes. Voilà. Ça abordera aussi quelques aspects sur le haut niveau du paratriathlon. Qu'est-ce que c'est voilà. En disant, en 10 années, il y a eu une grosse évolution des nombreux parcours différents de paratriathlètes. On évoquera ça. Donc, si vous voulez nous rejoindre,
vous savez comment vous y prendre. Et puis, on va se dire au revoir si vous êtes d'accord. Mais je vais quand même laisser diffuser 2 petites vidéos qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui, je pense, seront une bonne conclusion de notre discours aujourd'hui et des échanges qu'il y a eu. Donc, voilà. Donc, je vais la mettre en route sur la webconférence. Donc, ceux qui ont besoin de nous quitter, ben, merci. Et puis, ceux qui peuvent rester, tant mieux. Je pense qu'elles sont vraiment sympas, ces vidéos. Merci à tous. Alors, j'aurais une petite question à poser. Comment on fait pour se faire classifier? Pour se faire classifier, il faut être licencié et s'inscrire sur une épreuve ou contacter le directeur de classification, c'est-à-dire moi. Donc, tu peux m'envoyer un message et je te répondrai de manière plus complète, parce que là, ça va être un peu long à détailler, mais en tout cas, je me tiens à votre disposition pour répondre à ce genre de questions sur la classification sans problème. Au téléphone ou par mail. Ok, merci. Voilà. Donc, je vais diffuser cette vidéo et puis merci à tous encore. Merci. Merci. Je ne sais pas si vous la voyez là ou pas. Est-ce que il y a une fenêtre devant. Vous la voyez la vidéo? Il y a une fenêtre devant, oui, c'est bon. Ouais. C'est bon? C'est bon. Est-ce que vous avez... Alors, par contre, c'est pour le son qu'il faut que... Le son, c'est bon aussi? Non. Non. D'accord. Je suis en train de chercher pour mettre le son partager le son de l'ordinateur. Là, ça doit être mieux. Les différences, on essaye de les compenser avec certains outils, mais l'objectif est le même. Le triathlon, c'est une épreuve sportive qui est la même pour tous. Donc, entraîner un groupe qui comprend des paratriathlètes, c'est entraîner un groupe de triathlètes. Je m'appelle Jean Didier, je suis dans le club depuis 2001 et je m'occupe un peu plus de la partie triathlon, paratriathlon, et j'aide surtout ceux qui ont un handicap physique à rentrer dans l'eau, à pouvoir aller dans l'eau facilement, sortir facilement, à être là plus en sécurité. Pour le handicap physique, il n'y a pas de compétences à avoir, juste l'envie de donner de sa personne pour avoir plein de choses en retour. Et les personnes à mobilité réduite sont là pour dire ce dont elles ont besoin, et nous, il faut juste être à l'écoute et adapter. On a les idées pour... ils nous expriment leurs besoins et nous, on vient leur apporter ce qu'ils ont besoin. Je m'appelle Hélène Lespinasse, je suis BF5. J'encadre les jeunes au sein du club, ainsi que les personnes en situation de handicap. Il suffit d'être naturel, de se dire qu'on est là pour une personne et qu'on va faire de notre mieux, et ça devient un échange et les choses se font naturellement parce que la personne nous renvoie ses besoins et nous, on va y répondre avec ce que l'on est. Moi, ce que j'essaie de faire quand on a besoin d'être deux pour mettre le parade dans la ligne, moi j'étais là pour la manip, mais souvent je prenais un autre valide, jamais le même en fait. Et le lien s'est fait comme ça petit à petit. Et puis les gens se sont appris à se connaître, et les entraînements, le plus sympa c'est de voir les valides arriver, venir taper dans la main des paras, comme n'importe quel autre triathlète en fait. Il y avait plus de notion de valide, non valide. Et surtout les paras, je pense qu'il faut vraiment qu'ils viennent dans les clubs en disant « vous inquiétez pas, nous on sait ce dont on a besoin et ça va bien se passer, on va vous aider à y arriver en fait ». C'est surtout rassurer les valides pour qu'ils puissent se dire finalement il n'y a pas besoin d'être éducateur spécialisé.
on voit les choses au fur et à mesure. On ne peut pas décider à l'avance ce qu'on va utiliser. C'est en observant, en étant avec, en vivant avec, en courant avec, qu'on s'aperçoit des besoins et on essaye de chercher des petits trucs, des petits outils, des petites astuces qui permettront d'aller plus vite, d'améliorer l'efficacité. Ça demande beaucoup de créativité, je trouve, où on est à la recherche d'amélioration. Les idées de chacun font la richesse du club. Et chacun ayant plus des spécialités, certains plus techniques, d'autres types de créativité, qui font qu'au bout du compte, on arrive à avancer grâce à l'idée de tous. On est tous ensemble et un valide aussi peut avoir des soucis, voilà, donc on va l'aider au même titre qu'une personne en situation de handicap. Le club de Montélimar montre que c'est possible et ça s'est fait de manière très simple. On n'a pas développé des moyens incroyables autour de ça. Juste bien du temps, de l'énergie, de la bonne humeur, voilà, une ouverture d'esprit qui font que ça l'a rendu possible. Et ça, je pense que n'importe quel club peut le faire. C'est pas très compliqué et à la fois, c'est vrai que ça demande un positionnement en fait. Voilà. C'est pas le nombre de paratriathlètes qui peut être un frein, ça j'en suis certaine. Je pense au contraire même que c'est plutôt un atout pour le club. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de... Enfin, c'est un club avec des gens qui sont contents de venir et les paratriathlètes, ils apportent cette joie. Ils rigolent de tout et ils nous font rire de tout. Et je trouve que ce côté décalé, ça nous va bien parce que ça nous fait relativiser sur tout et ça fait du bien. Voilà, je vais vous passer donc la deuxième vidéo qui est un peu sur la même thématique et puis qui seront disponibles sur demande hein, si jamais vous avez besoin de les revoir. Envoyez un message. C'est une de nos licenciées, donc Françoise Estival, qui a été secrétaire du club pendant quelques temps, qui avait une amie, donc Françoise Imbert, qu'on appelle Framboise maintenant, qui a souhaité donc découvrir le paratriathlon. Donc elle est venue avec nous dans les séances de natation et on l'a intégrée tout de suite dans les lignes d'eau avec les autres personnes valides. Par contre, elle ne savait pas effectivement pratiquer ni le vélo ni la course à pied, mais là aussi, avec la détermination et la volonté de certains bénévoles, on lui a appris l'équilibre, la coordination, voilà, on lui a appris à courir, etc. Et donc, très vite, elle est devenue quasiment autonome. Là, aujourd'hui, on a 12 paratriathlètes, hein, donc... Et on a effectivement une diversité de handicaps qui n'a pas été choisie, puisqu'on a accueilli les personnes en fonction de leur arrivée au club. Et on a donc Framboise qui était la première, qui est atteinte d'IMC. On a un tétraplégique, un paraplégique, on a un malmarchand, on a un amputé, on a un sourd, on a un non-voyant, on a un autiste, on a 2 trisomiques, on a un retard intellectuel, on a un cérébro-lésé. Donc effectivement, c'est assez divers, mais pour nous, ça ne change rien. Effectivement, à la nature donc, des entraînements, à la nature de l'accompagnement. On a toujours effectivement beaucoup de bénévoles qui se sont proposés, là aussi, le fait d'être confrontés avec eux lors des séances d'entraînement, certainement développer chez eux des facultés d'écoute et d'empathie et qui font qu'ils sont naturellement proposés comme bénévoles. Et soit ponctuellement, soit de façon permanente. Donc ils sont là pour les accompagner, pour les aider éventuellement à changer d'équipement. On les considère et ils se considèrent aussi comme des triathlètes à part entière. Donc aucune différence, ils ne souhaitent pas ni de passe-droit, ni d'être favorisés d'une façon ou d'une autre. Hein. Ils souhaitent simplement qu'on les considère comme tout le monde. Et de pratiquer donc le triathlon qui est leur passion et
donc nous, on les intègre effectivement avec les valides et c'est ce qui fait effectivement cette force, la force du club, je crois. Ça leur permet une socialisation, ça leur permet également de se confronter aussi à des objectifs que peuvent avoir les valides. Et en retour, les valides s'enrichissent aussi de ces échanges, deviennent plus humbles effectivement en voyant œuvrer les paratriathlètes. Le comité directeur, l'ensemble du comité directeur quand même a été assez dynamique, assez pushing et je crois que c'est aussi une des recettes effectivement du succès, c'est qu'il faut que l'équipe dirigeante soit partie prenante effectivement dans ce développement. Et de ce fait-là, effectivement, on s'est rapproché du club handisport de Montélimar qui, dans un premier temps, cherchait des créneaux natation. Donc, on a accueilli leurs adhérents dans nos séances natation. Mais très vite, ces adhérents ont voulu tester un triathlon parce que justement, ils étaient en contact avec des valides et qu'ils avaient les mêmes objectifs. Et ils se sont lancés un défi de faire le triathlon de Montélimar l'année suivante, ce qu'ils ont réalisé. Et bien entendu, ce qui devait arriver arriva. Ils sont revenus effectivement licenciés au club l'année suivante. Le sujet donc, du handicap est quand même aujourd'hui au centre des discussions, peut-être pas forcément des volontés politiques affirmées, mais malgré tout, il y a une oreille sensible de la part des collectivités, des fondations, des clubs-services. Et tous ont développé donc, des appels à projets qui permettent de répondre à ces demandes-là. Et donc on a fait profiter nous de ces demandes, de ces projets-là pour présenter des demandes. Et on a obtenu, à notre grande surprise aussi, des réponses positives dans beaucoup de sujets. Donc là aussi j'invite les clubs à s'emparer de ce sujet parce que nous avons des aides extérieures pour les financements, nous avons des aides extérieures également pour le matériel. On autofinance totalement donc, nos besoins, les besoins de nos athlètes, nos paratriathlètes, et même on utilise une partie du budget paratriathlon pour l'ensemble du club parce que l'ensemble du club œuvre aussi pour. Mais bien évidemment, ça n'a pas mobilisé de fonds particuliers, si ce n'est qu'effectivement l'investissement en temps du montage des dossiers et puis des idées des uns et des autres. Parce que là, je crois aussi qu'il faut faire confiance au collectif pour avoir des idées novatrices en matière d'accompagnement. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir aussi inciter d'autres clubs, parce qu'ils ont forcément des personnes en situation de handicap proches de chez eux qui voudraient pratiquer, mais qui ne peuvent pas. Et la plupart des dirigeants de clubs ont des appréhensions qui sont légitimes, mais je crois qu'il faut les lever assez vite, puisque nous on s'est rendu compte, et encore une fois je voulais dire que nos éducateurs ne sont pas du tout formés sur le handicap, aucun d'entre nous n'avons une formation là-dessus, on s'est adapté en fonction de leurs besoins, parce que très vite ils nous disent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je crois qu'on ne saurait plus faire et on ne prendrait pas autant de plaisir sans leur contact et sans ces échanges qui nous rendent plus humbles et qui nous enrichissent, oui, chaque jour. On apprend plein de choses de ces personnes-là. Et franchement, j'invite tous les clubs et tout le monde à s'engager dans cette démarche parce que c'est vraiment une aventure humaine avant tout, sportive oui, mais humaine avant tout. La nouvelle devise donc, du club de Montélimar, c'est le Montélimar Triathlon sans ses paratriathlètes serait handicapé. Voilà. Merci à vous tous, hein, les intervenants, Fabienne et puis ceux qui étaient présents avec nous. Donc, merci, ça a été long. J'espère que ça n'a pas été trop long. Et puis, je vous dis bonne soirée à tout le monde et puis merci encore de votre présence. Merci. Bonne soirée, merci. Merci.